Le 17 mai 2001, la vie apparemment typique d'Alyssa Turney, une lycéenne de 17 ans de Paradise Valley, Arizona, a pris un tournant déconcertant lorsqu'elle a mystérieusement disparu chez elle. Sa disparition a été qualifiée de celle d'une adolescente rebelle, soutenue par la note manuscrite qu'elle avait laissée, affirmant qu'elle était partie en Californie. Cependant, à mesure que les pièces du puzzle ont commencé à se rassembler, une histoire différente et plus sinistre a émergé. En particulier, il a été découvert que quelqu'un de proche d'elle, quelqu'un qui nourrissait une obsession inquiétante depuis des années, détenait la clé pour résoudre le mystère de sa disparition. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Alyssa? Quel secret se cache dans les ombres de sa disparition? Paradise Valley, située dans le comté de Maricopa, Arizona, est une banlieue de Phoenix et la ville la plus riche de l'État. Avec environ 12 000 habitants, elle est connue pour ses luxueux terrains de golf, ses options immobilières haut de gamme et sa scène gastronomique dynamique. Malgré sa taille plus petite par rapport aux communes voisines de la métropole de Phoenix, Paradise Valley abrite 8 complexes hôteliers tout compris, ce qui en fait une destination touristique prisée en Arizona. Selon les statistiques, le taux de criminalité à Paradise Valley est de 47,15 pour 1000 habitants sur une année standard. Ainsi, mes amis, c'est ici que commence notre histoire. Alyssa Marie Turney est née le 3 avril 1984, fille de son père Steven Stram et de sa mère Barbara Farner Stram. À cette époque, Barbara avait déjà un autre fils nommé John, issu d'une relation précédente. Cependant, la relation de Barbara avec Stephen n'a pas duré longtemps, et en 1987, elle a commencé à fréquenter un homme nommé Michael Roy Turney. Michael était un père célibataire qui avait 3 fils nommés Rhett, James et Mike, d'une relation précédente. Avant de rencontrer Barbara, Michael avait travaillé comme officier au bureau du shérif du comté de Maricopa dans les années 1970, en plus de former des joueurs de baseball et de diriger des scouts. Dans les années 1980, il a trouvé un emploi dans le secteur de l'électricité. La relation de Barbara et Michael a rapidement progressé et ils se sont même mariés. Barbara, avec ses 2 enfants John et Alyssa, a emménagé avec Michael, réunissant leur famille recomposée sous un même toit. Michael a ensuite officiellement adopté John et Alyssa, changeant leur nom de famille en Turney. 4 ans plus tard, Sarah est née dans cette famille en pleine expansion. Aux yeux de leurs voisins, les 8 projetaient l'image d'une famille unie et heureuse. À l'intérieur de leur foyer, le concept de famille recomposée était interdit pour désigner les uns et les autres. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient, ils étaient exposés à différentes versions de la manière dont leurs parents s'étaient rencontrés pour la première fois. Sarah se souvenait que son père se dépeignait comme un chevalier en armure brillante qui avait vaillamment sauvé sa mère. Mais dans un cruel retournement du destin, leur monde a été un double coup dur. D'abord, une blessure a fait perdre à Michael son emploi dans le secteur de l'électricité. Pour ajouter à ces problèmes, Barbara a reçu un diagnostic dévastateur de cancer. Malheureusement, le 28 février 1993, Barbara a fini par décéder. Selon Sarah, tout a changé après la mort de sa mère. À seulement 9 ans, Alyssa n'avait plus que son père adoptif, Michael, et sa jeune sœur Sarah comme compagnons à la maison. Les garçons de la famille étaient tous plus âgés que les filles, et soit ils avaient déjà quitté la maison, soit ils sont partis peu après le décès de Barbara. Alyssa avait 4 ans de plus que moi, et elle a essentiellement été la seule mère que j'ai eue. Elle m'a vraiment élevé, car c'était la fille la plus douce et la plus forte que j'ai jamais connue. Elle est définitivement la source de toute ma force. Selon Sarah, Michael était remarquablement strict à cette époque, et sa rigueur était particulièrement marquée dans son traitement d'Alyssa. Cela était en partie dû à la rébellion croissante d'Alyssa en entrant dans l'adolescence. En 2001, à 17 ans, Alyssa était en avant-dernière année à la Paradise Valley High School en Arizona. Pour subvenir à ses besoins, elle travaillait dans un restaurant de restauration rapide Jack in the Box. À ce moment-là, elle était également en couple avec un garçon nommé Jonathan Lackman. Bien qu'elle soit une élève compétente, Alyssa expérimentait parfois la marijuana, et comme Sarah s'en souvenait, elle manquait parfois les cours. En réponse au comportement d'Alyssa, Michael a commencé à fouiller fréquemment ses affaires, à surveiller ses appels téléphoniques et à l'observer depuis le parking, pendant ses horaires chez Jack in the Box.
Cependant, l'étendue réelle de sa surveillance ne deviendrait évidente que bien plus tard, comme tu le découvriras bientôt. Le 17 mai 2001 a marqué le dernier jour d'Alyssa, en avant-dernière année de lycée. Comme n'importe quel jour, elle a suivi sa routine habituelle en se rendant à l'école. Pendant ce temps, c'était aussi le dernier jour de la 7e année de Sarah à l'école intermédiaire Explorer à Phoenix. Et elle est partie en excursion de fin d'année dans un parc. Alyssa est brièvement apparue dans la salle de classe de son petit ami Jonathan. Elle l'a informé que son beau-père Michael viendrait la chercher plus tôt à l'école. Alyssa a également mentionné son intention d'assister à une fête ce soir-là et lui a assuré qu'il s'y verrait. Cependant, à partir de ce moment, Alyssa a mystérieusement disparu. Personne ne l'a revue. Plus tard, Michael admettra qu'il avait effectivement récupéré Alyssa à l'école ce jour fatidique. Selon son récit, ils sont sortis déjeuner pour célébrer la fin de son avant-dernière année. Cependant, la journée a pris un tournant amer lorsqu'Alyssa a exprimé son souhait d'avoir plus d'indépendance. Cela a provoqué une dispute entre eux. Selon la version des faits de Michael, il a ramené Alyssa à la résidence familiale vers 1h de l'après-midi. Ensuite, il est sorti pour s'occuper de quelques affaires. Selon notre père, ils sont sortis déjeuner. Mais ils se sont disputés parce qu'Alyssa voulait plus de liberté pendant l'été. Et notre père a dit absolument pas. Et notre père dit que la dernière fois qu'il se souvient avoir vu Alyssa, elle marchait furieusement vers sa chambre. Pendant ce temps, alors que l'excursion de fin d'année de Sarah au parc aquatique touchait à sa fin, le bus est revenu à l'école. Lorsque Sarah est descendue du bus et a cherché son père, il était introuvable. Michael lui avait promis de la récupérer. Comme sa maison était proche, Sarah et une amie ont décidé d'y aller à pied. Cependant, à leur arrivée à la maison, elles ont été accueillies par le silence. Personne n'a répondu à la porte. Sarah a essayé d'appeler son père au téléphone et lui a laissé un message vocal indiquant qu'il la récupérerait plus tard chez son ami. Peu de temps après, Michael est arrivé, mais son attitude était profondément inquiétante. Lorsque Sarah est montée dans le camion, elle a trouvé Michael dans un état de panique. Il lui a demandé de commencer à appeler Alyssa parce qu'il avait essayé de la joindre sans succès et craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Il a donné son téléphone à Sarah, qui a composé plusieurs fois le numéro d'Alyssa. Leurs voix ont résonné alors qu'ils appelaient Alyssa. En entrant dans sa chambre, ils ont été accueillis par une scène inhabituelle. Du désordre dans un espace qui était normalement propre et organisé. Le sac à dos d'Alyssa avait été vidé et son contenu était éparpillé sur le sol. Ils ont essayé de la joindre à nouveau, mais cette fois, un bourdonnement suggérait qu'il y avait un téléphone caché quelque part dans la chambre. Sarah se souvient avoir trouvé le téléphone d'Alyssa posé sur la coiffeuse et à proximité, il y avait une note écrite par Alyssa. La note les informait qu'elle était partie en Californie et leur expliquait qu'elle avait réussi à économiser suffisamment d'argent pour partir seule. Dans le passé, Alyssa avait exprimé son désir de quitter la maison, comme de nombreux adolescents qui aspirent à plus d'indépendance. Cependant, Sarah n'a jamais vraiment cru qu'Alyssa passerait à l'acte en partant. Alyssa mentionnait également fréquemment sa tante en Californie et exprimait son souhait de vivre avec elle, principalement en raison de sa relation tendue avec Michael. J'avais l'impression qu'elle reviendrait. Je ne pense pas que l'idée qu'elle soit disparue pour toujours ait traversé mon esprit. En découvrant la note, Michael a lancé une recherche. Il a frappé aux portes des voisins, a visité les endroits préférés d'Alyssa et a contacté ses amis. Aucun d'entre eux n'a pu fournir la moindre piste sur le sort d'Alyssa. Il semblait qu'Alyssa avait disparu brusquement, sans confier à personne ses intentions de partir. Ce soir-là, Michael a pris la décision de contacter la police. Ils ont essayé de déposer un rapport de personnes disparues pour Alyssa. Cependant, compte tenu de l'âge d'Alyssa et de la note qu'elle avait laissée, la police l'a classée comme fugitive. Cette décision a conduit à un manque d'enquête supplémentaire sur les circonstances entourant sa disparition. Curieusement, les enquêteurs ne se sont jamais rendus au domicile des Turney, ni n'ont mené d'entretien avec la famille et les amis d'Alyssa. Il semblait que les autorités ne comprenaient pas pleinement la gravité de la situation. Environ une semaine après la disparition d'Alyssa, Michael a informé la police d'un développement significatif. Il a raconté avoir reçu un appel chez lui depuis un téléphone public à Riverside, en Californie. Selon Michael, l'appel venait d'Alyssa. Lors de cet appel, Alyssa a utilisé un langage fort, l'a réprimandé et lui a ordonné de rester à l'écart d'elle. Ensuite, elle a raccroché. À ce stade, il est important de noter que certaines choses ne concordèrent pas.
La disparition d'Alyssa ne correspondait pas tout à fait au scénario typique d'une fugitive, car il était inhabituel pour une fugitive d'abandonner toutes ses affaires et son argent. Il est important de souligner qu'Alyssa avait 1 800 $ intacts sur son compte bancaire, ainsi que son maquillage, sa brosse à cheveux, ses clés et son téléphone. Ces discordances déroutantes ne seraient explorées que bien plus tard dans l'enquête. Pendant tout cet été, Sarah dormait dans le lit de sa sœur, s'accrochant à l'espoir qu'Alyssa rentrerait un jour à la maison. Elle attendait que sa sœur la réprimande pour avoir fouillé dans ses affaires et emprunté ses vêtements pendant son absence, mais cela n'est jamais arrivé. « Je n'y ai pas cru du tout », a dit Sarah. « J'étais sûre qu'elle était chez une amie pour quelques jours ou peut-être qu'elle était partie pour l'été. » Avec le début de la nouvelle année scolaire et aucune trace du retour d'Alyssa pour commencer sa dernière année, la gravité de la situation est devenue indéniablement claire pour Sarah. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était réel. Ma sœur était partie. Sarah a pris l'initiative de créer un site web dédié à la recherche d'Alyssa. Ce site web servait de plateforme où les gens étaient encouragés à fournir toute piste ou conseil qui pourrait aider à localiser Alyssa. Malgré les efforts, cette initiative en ligne n'a abouti à aucun développement ou piste significative pour la retrouver. Pendant longtemps, un silence inquiétant a régné. Il n'y avait aucune nouvelle d'Alyssa, laissant tout le monde dans l'ignorance de son sort. Il semblait qu'elle avait choisi de rester cachée et ne faisait aucun effort pour rétablir des liens avec quiconque. Cependant, l'année 2006 a marqué un tournant. C'est à ce moment-là que la confession d'un homme a apporté un nouvel espoir et un nouvel élan dans la quête de réponses. En décembre 2001, peu après la disparition d'Alyssa de son domicile à Paradise Valley, un développement significatif s'est produit concernant un homme nommé Thomas Albert Heimer. Il a été arrêté en Géorgie, non pas pour le cas d'Alyssa, mais pour avoir ôté la vie à une femme nommée Sandra Goodman. Cet incident a eu lieu dans un motel en bord de mer à Fort Lauderdale, en Floride. Sandra et Heimer s'étaient rencontrés peu avant cet événement tragique et voyageaient ensemble. Heimer a pris la terrifiante décision de mettre fin à sa vie pendant leur voyage et son corps a été retrouvé plus tard caché sous un lit dans le motel. En 2003, Heimer a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Sandra et n'a jamais fourni de motif ou d'explication pour ce crime. Cependant, dans un tournant surprenant des événements en 2006, il a décidé de rompre son silence. Depuis les confins de sa cellule de prison, il a commencé à écrire une série de lettres adressées aux enquêteurs locaux, dans lesquelles il a fait une confession surprenante. Heimer a affirmé être responsable de la mort de 21 femmes. Heimer a relaté les détails macabres et la nature cruelle de ces meurtres. Ces victimes étaient principalement des adolescentes qui, comme Alyssa, avaient mystérieusement disparu. Le Federal Bureau of Investigation a pris au sérieux l'affirmation de Heimer d'être un tueur en série et a lancé une enquête. Lorsqu'on lui a montré des photographies de femmes, il a étonnamment identifié Alyssa comme une fille qu'il avait rencontrée à Phoenix en mai 2001. À ce stade, il ne semblait y avoir aucune raison de tournant significatif et a été confié aux détectives Will Anderson et Stuart Summershoe, qui faisaient partie de l'unité des personnes disparues et non identifiées du département de police de Phoenix. Ces détectives se sont rapidement rendus en Floride pour parler à Heimer. Lors de l'interrogatoire, Heimer a fourni des détails troublants sur ses interactions avec Alyssa et a relaté une séquence d'événements inquiétants qui ont commencé dans une chambre d'hôtel et qui se sont tragiquement terminés par son étranglement. Il a ensuite révélé qu'il avait démembré le corps d'Alyssa en partie avec l'intention de les jeter dans un centre de recyclage. Alors que les détectives écoutaient le récit graphique de Heimer, quelque chose ne collait pas tout à fait. L'Alyssa qu'ils décrivaient ne correspondait pas à l'Alyssa qu'ils avaient appris à connaître au cours de leur enquête. En particulier, Heimer affirmait qu'elle était accro à l'héroïne, une déclaration qui contredisait les informations recueillies par les détectives à son sujet. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez cacher à vos amis ou à votre famille, donc cela ne correspondait pas à ce que Heimer disait, a déclaré le détective Summershoe, à propos de l'affirmation selon laquelle Alyssa était accro à l'héroïne. Sous un interrogatoire plus poussé et un examen minutieux des détails spécifiques, le récit de Heimer a commencé à s'effondrer. Il a admis avoir ôté la vie à une jeune femme, mais il doutait que sa victime soit réellement Alyssa. Son récit devenait de plus en plus douteux,
soulevant des questions sur la validité de ses affirmations. De plus, au fur et à mesure que l'enquête progressait, les doutes sur la crédibilité de Heimer se sont approfondis lorsqu'il a échoué à un test polygraphique. Les détectives soupçonnaient que Heimer avait trouvé la photographie d'Alyssa dans le journal et avait saisi l'occasion d'utiliser son affaire comme un moyen de se faire connaître. Bien que la confession de Heimer n'ait pas résolu de manière concluante l'affaire, elle a réussi à faire autre chose. Elle a contribué à placer la disparition d'Alyssa en tête des priorités. Les deux détectives en charge de l'affaire d'Alyssa ont intensifié leur enquête. Ils ont mené des entretiens avec des amis et plusieurs membres de la famille. Et ce faisant, ils ont découvert des détails particuliers sur sa vie à la maison. Ils ont appris que Michael avait installé des caméras de surveillance à l'extérieur comme à l'intérieur de la maison familiale, soumettant ses propres enfants à une surveillance vidéo continue. Les détectives ont également découvert la présence d'un système d'enregistrement passif sur le téléphone de la maison. Ce système enregistrait automatiquement tous les appels entrants et sortant dans la maison des Turney, révélant l'étendue de la surveillance exercée dans l'environnement familial. Une question sur le système de surveillance a conduit Michael à affirmer aux détectives qu'il avait installé les caméras à des fins de sécurité et non pour espionner ses enfants. Cependant, plus tard, il a envoyé quelques clips vidéo aux détectives. Ces clips montraient Alyssa avec les garçons avec lesquels elle avait interagi dans les mois précédant sa disparition. Ce geste suggérait que son petit ami et les hommes avec lesquels elle interagissait au travail devaient être enquêtés comme suspects potentiels. Lorsque les détectives ont demandé à Michael les enregistrements de surveillance du jour où Alyssa a disparu, il a affirmé avoir minutieusement passé en revue toute la bande de 8 heures en 2001 et n'avoir trouvé rien d'important. Cependant, il n'a pas pu reproduire la bande réelle pour les deux détectives. Il a également dit qu'elle avait des caractéristiques sexuelles inhabituelles. Mais en parlant avec son petit ami, cela ne correspondait pas à Alyssa. Il a affirmé avoir pris des bijoux sur son corps et les avoir donnés à ses ex-petites amies, mais elles ne s'en souviennent pas. De plus, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'y avait pas d'enregistrement de l'appel mystérieux en provenance de Californie, Michael a déclaré aux détectives que le système d'enregistrement était tombé en panne ce jour-là, en particulier. Dans les mois suivants, Sarah a pris un rôle plus important dans l'affaire de sa sœur, alors que la relation de Michael avec les détectives se détériorait. Notamment, c'est lui qui a commencé à interrompre la coopération et a refusé de participer à un entretien formel avec la police ou de se soumettre à un examen polygraphique. Il a préféré communiquer avec les détectives par des appels téléphoniques. Les détectives ont rapidement recueilli des informations auprès des amis d'enfance d'Alyssa, ce qui a permis de faire la lumière sur sa relation tendue avec Michael. Les amis ont révélé qu'Alyssa n'aimait pas être à la maison et parlait souvent des tentatives oppressives de Michael pour contrôler sa vie. Une de ses amies d'école, Katie Rottweiler, a souligné la différence marquée dans le comportement d'Alyssa lorsqu'elle était avec des amis par rapport à sa famille. Katie se souvenait de la façon dont Alyssa rayonnait d'énergie en compagnie de ses amis, mais semblait perdre cette vitalité lorsqu'elle rentrait chez elle. C'était comme si la vie en elle s'éteignait d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de ses murs familiers. Certains amis ont laissé entendre qu'Alyssa éprouvait des sentiments de dégradation à cause des actions de Michael. La révélation surprenante est venue lorsqu'ils ont également découvert, par l'intermédiaire du petit ami d'Alyssa, Jonathan, qu'elle lui avait confié que Michael avait tenté de la maltraiter à un moment donné. Elle m'a dit une fois qu'il avait essayé de l'abuser sexuellement quand elle était plus jeune. Qu'est-ce qui s'est passé selon lui? Elle a dit que son père est venu la chercher tôt à l'école un jour et est passé par là. Je pense que l'histoire était qu'ils se sont arrêtés dans un endroit inoccupé, comme un désert, et il a essayé de faire des choses inappropriées avec elle et elle est devenue agressive. Jonathan a affirmé qu'Alyssa lui avait révélé que cela s'était produit un jour après l'école lorsque Michael l'avait récupérée plus tôt. Selon Jonathan, Alyssa avait dit que Michael s'était arrêté dans une zone désertique et avait tenté de faire des avances inappropriées. Ses amis ont également révélé qu'Alyssa leur avait confié une situation angoissante. D'après leur récit, une nuit, elle s'était réveillée pour se retrouver attachée à une chaise et bâillonnée, avec Michael au-dessus d'elle. Le 11 décembre 2008, Sarah a reçu un appel téléphonique des détectives qui l'informaient d'un développement significatif dans l'affaire d'Alyssa. Ils ont demandé sa présence au siège de la police pour une réunion en personne. À son arrivée,
Elle a été profondément choquée par les informations qu'on lui a transmises. Un détective lui a expliqué qu'ils avaient des raisons de croire que son père était impliqué dans la disparition d'Alyssa, et il lui a également annoncé qu'ils étaient en train de fouiller leur maison familiale et qu'il y avait des préoccupations concernant le fait que son père ait pu abuser d'Alyssa. Je suis allé là-bas et en gros, ils m'ont fait asseoir. Et pendant 40 minutes, inintelligible. Et à la fin, ils m'ont dit « Comme ton père n'a pas coopéré, qu'il ne veut pas être interrogé par nous, qu'il ne veut pas donner d'échantillons d'écriture manuscrite et qu'il ne veut pas donner son ADN, nous fouillons ta maison en ce moment. Nous avons obtenu un mandat de perquisition et nous sommes... » Sarah est sortie du bâtiment. Une fois dans sa voiture, submergée par la gravité de la situation, elle n'a pas pu contenir ses émotions et s'est effondrée. Elle ne comprenait pas complètement la situation, mais elle savait qu'elle devait rentrer chez elle pour voir ce qui se passait. La perquisition que la police avait mentionnée à Sarah avait été menée par l'unité de déminage de la police de Phoenix et des agents du bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. Cela a entraîné l'évacuation de plus de 100 résidents voisins. Lors de la conférence de presse de cette nuit-là, la police a révélé plus de détails sur la perquisition. Ils ont informé qu'ils avaient exécuté un mandat de perquisition à la résidence de Michael, principalement à la recherche de preuves liées à l'affaire d'Alyssa. Ils avaient arrêté Michael alors qu'il récupérait son courrier et lui avaient demandé un échantillon d'écriture et des échantillons d'ADN. Cependant, ce sont les découvertes faites à l'intérieur de la maison qui ont rendu nécessaire l'évacuation du quartier. Ils ont trouvé plus de 30 dispositifs explosifs improvisés et un arsenal substantiel d'armes, suffisant pour causer des dommages significatifs à la maison et aux propriétés voisines. Parmi les découvertes figuraient 19 fusils d'assaut chargés de gros calibres, 2 silencieux faits maison et une camionnette chargée d'essence sur la propriété. Au cours de la perquisition, les forces de l'ordre sont également tombées sur des cassettes VHS faites maison, montrant Alyssa à l'intérieur de sa maison, datant des années 80. Cependant, les enregistrements documentant le jour de sa disparition étaient visiblement absents. De plus, ils ont découvert des contrats rédigés par Michael qu'il avait fait signer à Alyssa. L'un de ces contrats était daté d'1 an avant sa disparition, dans lequel Alyssa déclarait qu'elle n'avait jamais été soumise à aucun. La police de Phoenix a exécuté un mandat de perquisition dans la maison des Turney en relation avec la disparition d'Alyssa et a fini par découvrir une maison remplie d'armes et de cassettes secrètes. Ils ont saisi des explosifs, des munitions et des silencieux artisanaux et ont arrêté Turney. Mais ils ont également découvert de nouvelles preuves vidéo montrant Alyssa. Selon la police, Turney avait installé des caméras cachées à l'intérieur et à l'extérieur de la maison pour surveiller Alyssa. Et il avait même enregistré des milliers d'heures de conversations téléphoniques. J'aurais dû la stériliser. C'est répugnant de penser à cela. Je suis désolé. C'est vraiment dégoûtant de parler de sa propre fille de cette manière. Mais parmi toutes les cassettes qu'il avait d'Alyssa, il n'a jamais pu dire à la police de Phoenix où se trouvait la cassette du 17 mai 2001. Mike est le seul à dire que la jeune fille est rentrée à la maison ce jour-là, mais il ne nous fournit pas de cassette vidéo montrant son arrivée à la maison. Et la police a découvert des détails encore plus horribles dans son enquête. Elle avait parlé à ses amis et à d'autres membres de la famille d'avoir été menottée, bâillonnée et réveillée avec lui au-dessus d'elle en train de la tenir. De plus, un document de 98 pages découvert dans la maison a révélé le but d'accumuler un tel arsenal d'armes. Intitulé « Le journal d'un martyr fou », ce document a été rédigé par Michael lui-même, dans lequel il exprimait sa conviction que le syndicat international des travailleurs de l'électricité était responsable de l'enlèvement et de la mort ultérieure d'Alyssa. Selon lui, le groupe nourrissait une rancune de longue date contre lui et avait enlevé Alyssa en guise de vengeance. Michael affirmait avoir éliminé 2 individus qu'il appelait des « assassins » qui étaient responsables de la mort d'Alyssa. Il assurait que ces assassins avaient enterré ses restes à Desert Center. Les documents détaillaient son plan opérationnel pour se venger, qui incluait conduire une camionnette chargée d'explosifs jusqu'au siège du syndicat, la faire exploser, puis tirer sur tous les survivants qui tentaient de sortir du bâtiment. Il avait l'intention de conclure en mettant fin à ses jours. L'importance de la perquisition réalisée dans la résidence de Michael ne pouvait être exagérée, car elle avait eu lieu seulement 4 jours avant la réunion prévue du syndicat. Les autorités avaient réussi à déjouer une potentielle tragédie de grande ampleur.
Les anciennes cassettes VHS découvertes lors de la perquisition contenaient principalement des moments familiaux typiques qui avaient peu de pertinence pour l'affaire Alyssa. De même, les enregistrements audio n'ont pas révélé d'indices substantiels, et même une excavation approfondie de la cour arrière n'a produit aucun progrès. Michael maintenait son innocence concernant la disparition d'Alyssa. T'as de l'expérience dans les forces de l'ordre? Oui, j'en ai. Tu sais que souvent, la première personne suspectée est un membre de la famille? Ils examinent toujours un membre de la famille en premier. C'est la base des enquêtes. Alors pourquoi le prends-tu comme une insulte? Je ne l'ai pas pris comme une insulte. Je l'ai pris comme un combat avec quelqu'un pendant 6 ou 7 ans pour qu'il fasse ce que je voulais qu'il fasse. Mais M. Turney, en refusant de répondre à leurs questions en tant qu'ancien membre des forces de l'ordre. Je n'ai pas refusé de répondre à leurs questions. Tu ne vois pas comment cela pourrait éveiller des soupçons? Non, parce que c'est un mensonge. Je n'ai pas refusé de répondre aux questions. Ils m'appelaient tous les jours pour me poser des questions tous les jours. Tout ce qu'ils voulaient, c'était s'asseoir avec toi. Et ils auraient pu l'avoir. Il fallait juste fixer l'heure et le lieu, et ça aurait définitivement eu lieu. Bon, clarifions certaines des choses qu'ils disent à ton sujet. Au début, les détectives étaient très concentrés sur Heimer. Ils pensèrent peut-être qu'ils l'avaient fait, mais lorsqu'ils ont commencé à interroger tes amis, des choses inquiétantes ont commencé à émerger. Et ils disent que parmi elles, il y avait le sentiment que tu étais obsédé par elles. Tu as déjà entendu ça. C'est dans le rapport d'arrestation, oui. Que tu étais très contrôlant. Oui. Et très strict, que tu la faisais signer des contrats, que tu la suivais, que tu interviewais les parents de tout nouvel ami à elle. Penses-tu que cela allait au-delà de ce qu'un père normal? Si cela empêchait quelque chose de lui arriver, je ne pense pas que cela allait trop loin. Si je regarde en arrière et que je pense que c'était la raison pour laquelle elle a fui, oui, bien sûr, et je me sens mal pour cela. D'autres personnes ont dit que tu étais méprisant envers Alyssa, que tu la faisais se sentir stupide. C'est un mensonge absolu. Je ne me serais jamais permis ça avec Alyssa, parce que je voulais qu'elle ait une bonne estime de soi. Mais son ami a dit que tu étais méprisant envers elle. Tu l'as appelée stupide dans un appel téléphonique qui a depuis été rendu public. Tu as appelé Alyssa chienne? Vraiment? Je n'en suis pas au courant. C'est sur un enregistrement. Eh bien, alors d'accord, sortons tous les enregistrements. Je n'ai aucun problème avec ça. L'as-tu fait? L'as-tu appelé ainsi? Si j'ai appelé Alyssa chienne? Je ne m'en souviens pas. J'ai peut-être déjà fait ça quand j'étais en colère contre elle. Qui sait? C'est méprisant. Je suppose que oui. Alors, qu'avais-tu prévu de faire? Juste attirer l'attention sur Alyssa. Comment comptais-tu faire cela? Me tirer une balle dans la tête? C'est ce que j'ai essayé de faire en 1994. Et qu'en est-il des feux d'artifice et des bombes? Quelles bombes? Parles-tu de petits feux d'artifice qui ne font que du bruit, juste pour faire du bruit? Tu ne peux tuer personne avec une bombe artisanale à moins de la mettre, dans leur gorge. La police dit que tu allais bombarder le siège du syndicat local. Bien sûr, ils le disent parce qu'ils ne comprennent pas que tu ne peux pas détruire ce bâtiment avec une bombe. Tu ne peux pas l'incendier. Cela ne le ferait pas? Comment? Tu n'avais pas l'intention de faire ça? Pas du tout. Pourquoi voudrais-je assassiner un tas de gens innocents? Cela semble fou. Monsieur Turney, vous dites que le gouvernement est contre vous, que le syndicat est contre vous, que le département de police de Phoenix est contre vous. Cela ressemble à une croyance que le monde est contre vous et cela semble un peu délirant. Eh bien, c'est ce qu'ils ont examiné. Je suis allé parler à la psychologue légale du gouvernement et elle a dit que j'avais une personnalité paranoïaque, mais elle n'a pas dit délirante. Penses-tu que tu as une personnalité paranoïaque? As-tu déjà porté un insigne et une arme? Non. As-tu déjà été dans l'armée? Non. Je te garantis que tu aurais une personnalité paranoïaque après cela pour le reste de ta vie. Cela vient avec l'expérience. Dis-moi, pourquoi devrions-nous te croire? Pourquoi devraient-ils me croire? Écoute, je ne sais pas. Probablement parce que le fait que, parfois, quand les gens disent des choses qui semblent si irrationnelles, parfois elles sont vraies. Tu n'es pas capable de tuer ta belle-fille? Je n'ai pas tué ma belle-fille. Je ne suis pas capable. Michael a été condamné à 10 ans de prison, non pas pour la disparition d'Alyssa, mais pour possession de bombes artisanales. Sarah est restée avec des questions sans réponse. Et dans les années qui ont suivi, les soupçons croissants de Sarah envers son propre père
l'ont poussé à entreprendre une quête personnelle de réponse. Pendant l'incarcération de Michael, ils communiquèrent parfois par email. Initialement, Sarah lui posait des questions sur sa sœur et sur ce que la police avait découvert dans sa maison, mais Michael évitait souvent ces sujets. En 2017, Michael a été libéré de prison, retrouvant sa liberté. Cette même année, Sarah a confronté son père et l'a pressé de lui donner une explication, mais il a refusé de fournir une réponse. À la place, il a mentionné qu'il révélerait la vérité sur son lit de mort. Se sentant frustrée et désemparée, Sarah a demandé conseil aux autorités sur la manière de maintenir l'affaire de sa sœur dans l'attention du public. Leur suggestion a été de construire une base de followers sur les réseaux sociaux, ce qu'elle a décidé de faire. Pour se préparer, Sarah a entrepris d'obtenir tous les dossiers de police disponibles concernant la disparition de sa sœur. Sa demande auprès du département de police de Phoenix a révélé près de 3000 pages de notes disponibles au public des dossiers de l'affaire. En seulement 6 semaines, elle a parcouru cette vaste documentation, découvrant des détails cruciaux sur l'affaire. Après cette recherche, elle a créé des comptes sur les réseaux sociaux sous le nom de « Justice pour Alyssa » sur des plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter. Sarah a contacté proactivement les médias et les passionnés de True Crime, sensibilisant le public à l'affaire de sa sœur. Ses efforts ont attiré une attention considérable. De plus, elle a passé une année à collecter des fonds, ce qui lui a permis de placer un panneau publicitaire le long de l'Interstate 17 près de la 19e avenue, promouvant encore davantage la cause d'Alyssa. En septembre 2019, Sarah a lancé son podcast Voice for Justice. À travers cette plateforme, elle a cherché à révéler des détails moins connus qui ne sont pas couramment accessibles au public ou à la communauté True Crime. Son podcast a servi de récit complet sur la disparition de sa sœur, tissé à partir des nombreuses informations qu'elle avait collectées. Sarah a rejoint TikTok comme un moyen de passer le temps pendant le confinement. Cependant, cela est rapidement devenu une plateforme pour défendre l'affaire de sa sœur. En peu de temps, à partir de fin avril, ses vidéos ont accumulé 10 millions de « j'aime ». Je faisais, tu sais, du contenu idiot sur Alyssa, mais c'est devenu viral. C'est devenu viral si rapidement. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai continué à faire du contenu sur TikTok et cela a continué à croître. Maintenant, j'ai presque 1 million de followers là-bas. Mais cela a été un outil incroyable pour chercher justice pour elle. Ses publications sur TikTok incluaient des enregistrements vidéo de son père avant la disparition d'Alyssa et des extraits d'interviews avec des amis et des membres de la famille discutant de la disparition d'Alyssa. Elle a également publié un enregistrement d'une conversation particulière qu'elle a eue avec son père. Mon père a été la seule personne d'intérêt dans l'affaire d'Alyssa pendant près de 10 ans, mais la police ne l'a jamais interrogé. Alors je l'ai fait moi-même, et voici ce qu'il avait à dire lorsque je lui ai demandé ce qui était arrivé à Alyssa. Présente-toi à mon lit de mort, Sarah, et je te donnerai toutes les réponses honnêtes que tu veux entendre. Pourquoi ne me les donnes-tu pas maintenant? Parce que tu les as déjà. Alors pourquoi m'offres-tu d'être à ton lit de mort? Je ne sais pas, Sarah. Qu'est-ce que tu cherches? Oui, et quand je suis allé voir la police et leur ai remis l'enregistrement, tu sais ce que le commandant m'a dit? Eh bien, Sarah, il n'a pas avoué devant nous. S'il vous plaît, aidez-moi à partager cela. C'est fou et cela ne devrait jamais arriver à personne. Sarah a rompu les liens avec son père et a concentré ses efforts sur la construction constante de sa base de followers. Le 20 août 2020, un tournant inattendu est survenu dans l'enquête sur la mystérieuse disparition d'Alyssa. Michael, qui avait alors 72 ans, a été arrêté. La séquence des événements s'est déroulée comme suit. En juin 2020, les autorités de Phoenix ont transmis l'affaire d'Alyssa au bureau du procureur pour demander des accusations contre Michael. Puis, le 19 août, un grand jury a émis une mise en accusation formelle. Cette mise en accusation accusait Michael d'un chef de meurtre au 2e degré, un crime de classe lié à la disparition d'Alyssa. Par conséquent, son arrestation aujourd'hui a été un jour attendu depuis 19 ans pour la famille d'Alyssa Turney. Aujourd'hui, son beau-père a été arrêté pour sa disparition et son meurtre en 2001, alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Bien que l'affaire ait été classée comme une affaire froide, de nombreuses personnes impliquées dans la vie d'Alyssa ont toujours cru que son beau-père était impliqué. Dans le programme True Crime Arizona de ce soir, Brianna Whitney examine d'anciennes vidéos, des enregistrements audio
et des interviews de son beau-père qui sont troublants. Il y a presque 2 décennies, Alyssa Turney, 17 ans, vivait ici à Paradise Valley avec sa sœur cadette Sarah et son beau-père Michael Turney. Judy Walker vivait à côté et y habite encore aujourd'hui. Pendant tout le temps où il était là, nous nous sentions vraiment mal à l'aise. Nous avions toujours l'impression d'être observés. Je l'appelais mon voisin psychopathe. Mes secrets sont toujours racontés par un colporteur de rumeurs. Et bien sûr, il n'y a aucun fondement à cela, sinon je serais en prison. Bien que la police n'ait pas révélé les détails spécifiques de l'arrestation de Michael Turney, ou si c'était l'impact direct de la campagne sur les réseaux sociaux de Sarah qui avait résolu l'affaire, la procureure du comté de Maricopa, Alistair Adel, a mentionné la campagne sur les réseaux sociaux de Sarah dès que commençait. Et pendant presque 20 ans, ceux qui aimaient Alyssa ont espéré la revoir ou entendre parler d'elle une dernière fois, ont cherché à obtenir une clôture et ont exigé que toute personne responsable de sa disparition soit poursuivie. Aujourd'hui, j'annonce la mise en accusation pour meurtre au 2e degré par un grand jury contre Michael Roy Turney, le beau-père d'Alyssa. Avec cette annonce, je dois dire qu'une accusation criminelle n'est qu'une accusation. L'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Je serais également négligente si je ne prenais pas un moment pour remercier les officiers dévoués du département de police de Phoenix pour leur travail de 10 ans sur cette affaire. Ils ont travaillé sans relâche pour nous amener à ce point, ont présenté les faits tels qu'ils les ont vus, n'ont pas abandonné Alyssa, et leur intégrité et leur professionnalisme sont ce que nous attendons de nos départements de police. Je ne pourrais pas être plus fier d'eux, et la communauté devrait l'être aussi. L'engagement et la persévérance de Sarah, la sœur d'Alyssa, à chercher justice pour sa sœur, témoignent de l'amour d'une sœur. Grâce à cet amour, la lumière d'Alyssa ne s'est jamais éteinte et elle vit dans les histoires et les photos que tu as partagées avec la communauté. En réponse, Sarah a rapidement partagé la nouvelle sur Twitter en exprimant sa gratitude pour l'arrestation de son père. Michael a plaidé non coupable de l'accusation de meurtre d'Alyssa et son affaire a continué au tribunal. Le 6 juillet 2023, le procès a commencé. Ce jour-là, dans la salle d'audience du comté de Maricopa, les membres du jury ont rencontré le principal témoin de l'accusation, Sarah. Dans son témoignage, elle a parlé du contrôle étendu que son père exerçait sur Alyssa et a décrit les diverses manières quantité substantielle de preuves circonstancielles suggérant l'implication de Michael dans la disparition d'Alyssa. Cependant, la défense a riposté en soulignant l'absence de preuves d'ADN ou de sang, en insistant sur le manque de preuves concluantes concernant le sort d'Alyssa. Ils ont souligné que, sans corps, il était impossible d'affirmer avec certitude qu'Alyssa était morte. Assis dans un fauteuil roulant, Michael écoutait attentivement les procédures. Juste derrière lui dans la salle d'audience, se trouvait Stephen Stram, le père biologique d'Alyssa. Stephen exprimerait plus tard ses sentiments envers Michael, affirmant qu'il aimerait lui ôter la vie pour ce qu'il aurait fait. Pendant le 5e jour du procès, qui a eu lieu le 13 juillet 2023, l'accusation a présenté une pièce de preuve, un enregistrement audio d'une conversation téléphonique entre Michael et une personne nommée Michael Saat. Dans l'enregistrement, Michael semblait agité et utilisait un langage désobligeant en parlant d'Alyssa. Cette preuve audio semblait être un coup dur pour la défense de Michael. Mais jeudi, le jury a entendu un témoignage révélateur à travers des appels téléphoniques enregistrés, où non seulement la voix d'Alyssa était entendue, mais aussi un appel choquant de Mike Turney, où il révélait son mépris pour sa fille Alyssa. Ai-je appelé à un mauvais moment? N'importe quel jour est un mauvais jour. Sarah ne veut pas aller à l'école, et Alyssa est censée arriver en retard. Et elle a perdu son portefeuille. Tu sais, je lui ai donné essentiellement une alternative, la police, où elle peut essayer de s'entendre avec moi et la famille et arrêter d'être une chienne. Et, tu sais, éloigner cette famille de tous les problèmes que nous avons avec son petit ami. Et elle a dit non. Pour la première fois de ma foutue vie, je dois appeler la police pour une fille que j'aime. Je vais probablement perdre la maison et tout le reste va se terminer. Probablement s'enfuir après avoir été arrêté. Ils ne vont pas la mettre en prison cette fois, je te le garantis. En d'autres termes, ma vie craint. C'est terrible. Je peux passer un bon moment avec Sarah, tant qu'Alyssa n'est pas là. Inaudible. Elle apporte toujours quelque chose et je m'en fiche de ce que c'est. Maintenant, je vais devoir rattraper cela et m'occuper de ça.
Et cela signifie mettre cette famille dans toutes sortes de merde. Alors que cet enregistrement audio était diffusé au tribunal, certains membres du jury semblaient stupéfaits. Sarah, la sœur d'Alyssa, s'est mise à pleurer dans la galerie et son frère James, qui était assis à ses côtés, a tenté de la réconforter. Ensuite, l'accusation a diffusé un autre appel enregistré pour le jury, réalisé environ 1 mois avant la disparition d'Alyssa. Dans cet appel, l'adolescente parlait avec sa tante Lynette après une dispute avec son père au sujet de son petit ami. « Pourquoi devient-il fou tout d'un coup? C'est mon père. Qu'est-ce que tu peux attendre? Qu'est-ce que tu peux attendre? Il est toujours comme ça. Je sais, mais il n'a jamais fait ça. Rire. C'est parce que tu n'as pas été près de lui. » La prochaine grande question dans cette affaire était de savoir si l'accusé allait témoigner. J'ai observé attentivement son visage lorsque le juge a demandé à son équipe s'ils avaient l'intention de l'appeler comme témoin. Il n'a montré aucune réaction visible, alors que son avocat disait qu'il réserverait cette conversation jusqu'à ce que l'État présente son cas. Cependant, le lundi 17 juillet 2023, le juge a pris une décision cruciale, déclarant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour que le procès continue en vertu de la règle 20 de l'Arizona. En conséquence, Michael a été acquitté et le système judiciaire ne peut pas entamer un autre procès contre lui. Le verdict a été un soulagement pour Michael, mais les membres de la famille dévastée qui espéraient obtenir justice ont fondu en larmes. Sarah a quitté le tribunal sans s'adresser aux journalistes. Par la suite, Jamie Jackson, l'un des avocats de la défense de Michael, a publié une déclaration au nom de Michael à l'intention des médias. Dans la déclaration, Michael a exprimé sa joie que le juge ait statué en sa faveur et a exprimé son enthousiasme à l'idée d'être libéré de la garde. Jackson a également souligné que Michael restait profondément préoccupé par l'affaire et le sort d'Alyssa. Il était également déterminé à découvrir la vérité. Ses frères ont également publié une déclaration conjointe. Dans ce message, ils ont remercié les détectives et la communauté en ligne pour leur soutien, même si le résultat n'était pas celui qu'ils espéraient. James Turney, son frère, a également parlé de ses expériences en tant que famille de la victime. Sarah a mentionné l'importance du soutien continu et de l'espoir pour les familles comme la sienne. Elle a terminé son message par des mots sincères pour Alyssa, exprimant son amour, ses excuses et l'espoir qu'Alyssa sache qu'elle a tout fait pour elle. En conclusion de cette affaire complexe et émotionnelle, il ne reste que 2 questions. Qu'est-il vraiment arrivé à Alyssa? Penses-tu que la vérité sur sa disparition sera un jour révélée? En arrivant ici, n'avez-vous pas vu cet autre crime? Je ne le manquerai pas, hein?